J'ai très mal. J'ai mal pour notre pays, le Togo, parce que notre pays va très mal. Et je suis venu vous le dire. Quand un pays fait tirer ses soldats sur les citoyens de ce pays, est un pays qui est malade. Quand un pays fait tirer sur ses propres enfants, c'est que nous sommes dans un pays malade. Et il faut que nous, Togolais, nous puissions nous indigner et dire que nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne pouvons pas accepter que nos enfants soient tués comme des moutons. Et encore, les moutons, on leur donne de l'eau avant de les tuer. Est-ce qu'ils ont fait cela pour nos enfants? Non! Nous sommes des Togolais comme tous les autres. Nous ne sommes les esclaves de personne. Les enfants sont là aujourd'hui, nombreux. On leur a demandé de ne pas aller en cours pendant un mois à cause d'une fête de 2 jours à Lomé. Pendant ce temps-là, les résultats du brevet sont là. Moins de 50% de réussite. Qu'est-ce que nous réservons pour nos enfants? Le bac, moins de 50% d'admis au bac. Qui sont ceux qui vont diriger ce pays demain? Seulement les enfants de Niassibé? Non. Nos enfants aussi ont le droit de faire des études, de devenir des médecins, d'avoir de l'ambition pour devenir ministre, président, tout ce qu'ils veulent, député. Ils ont le droit, ce n'est pas réservé à une catégorie de Togolais. Et puis, je sais que dans la savane ici, la misère existe et que très peu de personnes arrivent à manger 2 fois par jour. D'après les statistiques du PNUD, plus de 70% des Togolais vivant dans la savane vivent en dessous du seuil de la pauvreté, c'est-à-dire sont plus pauvres que pauvres. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui accumulent des milliards. Il suffit d'être ministre pendant quelques mois pour construire une maison en France, pour avoir des villas, pour voyager régulièrement. Quand ils ont mal aux dents, ils vont se faire soigner en France, pendant que à Mango ici, vous n'avez même pas des médecins pour vous soigner. Parce que un professeur de médecine me disait, pas plus tard qu'avant-hier, qu'au Togo, nous avons un médecin pour 10 000 habitants. Qu'est-ce que vous voulez qu'un médecin puisse faire pour 10 000 habitants? C'est quasiment impossible. Voilà la situation dans laquelle le régime RPT UNIR plonge notre pays depuis plus de 50 années. Tout pour eux, rien pour vous. Ils ont créé la SAZOF, la zone franche, soi-disant pour apporter du travail. Ils avaient prévu 100 000 emplois par an. En 20 ans, ils n'ont même pas créé 16 000 emplois. Et quel emploi encore? Des sous-emplois, où nos concitoyens meurent, se blessent, se tuent, et souvent sont payés moins que le SMIC, c'est-à-dire 35 000 francs par mois. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 35 000 francs par mois? Et ces entreprises qui sont censées créer de la richesse, créer de l'emploi, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas l'État qui crée les emplois, mais bien les entreprises. Et si les entreprises ne créent pas l'emploi, comment voulez-vous résoudre le problème du chômage? Vos enfants, bon an mal an, vont se battre pour faire leurs études, et au terme de leurs études, ils n'auront pas de travail. Voilà. Soit ils vont être des émigrants, ils vont rester à la maison, ils vont essayer de faire des petits boulots. C'est ça l'avenir du peuple togolais, de la jeunesse togolaise? Non. Pendant ce temps-là, je ne sais pas si vous avez suivi la dernière fois, on avait parlé de Wassem, la société qui fabrique du ciment. Les ministres, le Premier ministre y est, il y a des gens qui y sont. Mais ce qui est le plus grave, c'est que cette société gagne de l'argent au Togo, gagne beaucoup de l'argent. Au lieu de payer des impôts, au lieu de payer de manière décente les salariés,
envoie l'argent à l'extérieur dans d'autres pays, avec la bienveillance des dirigeants togolais, parce que cette minorité qui accapare les richesses du pays, si on doit se référer au dire même du chef de l'État, cette minorité récupère cet argent-là ailleurs. Et avec cet argent, ils construisent des maisons, ils achètent des appartements en Europe, ainsi de suite. Tout dernièrement, quand on parlait de cette histoire, il y a un ancien Premier ministre togolais, qui plus est chef de parti. Je ne veux pas donner son nom, mais je suis sûr que vous le connaissez. Il s'appelle comment? Agoyo et Goyo. Ah non, je ne l'ai pas dit. Hein. Il nous disait que quand il était Premier ministre, cette société Ouassem lui donnait à lui, en tant que Premier ministre, 10 millions par an. Et qu'il en a reçu 3 années de suite, donc ça fait 30 millions. Mais vous savez que ça s'appelle comment? C'est la corruption. Dans un pays normal, on aurait déjà mis en prison ce monsieur et on aurait saisi ses biens. Parce qu'un Premier ministre qui avoue de manière éhontée avoir bénéficié de la corruption est un scandale. Mais ça va plus loin. Si Ouassem lui donne à lui 10 millions par an, que lui donnent les autres sociétés qui sont implantées au Togo? Que lui donnent les autres sociétés qui sont implantées au Togo? Donc ce n'est pas seulement 10 millions qu'il a détourné ce monsieur par an, mais bien plus que cela. Et la question va aller encore plus loin. Si on se permet de donner 10 millions par an à un Premier ministre, combien donne-t-on au chef de l'État? C'est une bonne question, non? Je pense que si vous vous posez cette question-là, ça doit vous fâcher. Ça doit vous indigner. Vous ne devez pas l'accepter. Parce que c'est votre argent. Le professeur Ounou vient de vous le dire. C'est votre argent qu'on vole. Et on vous laisse, on vous plonge dans la misère. Vous devez dire non, que cela suffit. Vous ne pouvez pas accepter cela. Le professeur Ounou vous a parlé des hôpitaux tout à l'heure. Pour la conférence sur le sommet sur la sécurité maritime, il paraît que c'est entièrement financé par l'État togolais. Et les bruits qui courent situent cette somme bien au-delà de 13 milliards. Je dis bien 13 milliards pour 2 jours. 13 milliards. Vous pensez qu'avec 13 milliards, on pourra faire beaucoup de choses pour le peuple togolais? Si on regarde l'hôpital de Mango, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de mettre 1 milliard pour rénover l'hôpital. Ne serait-ce que 100 millions ou 200 millions suffirait largement pour rendre cet hôpital capable de vous accueillir et de vous soigner de manière décente. Mais le Togo, qui n'a pas les moyens, refuse cela pour faire une fête à la gloire de M. Pognassibé. Ce sommet a été proposé à d'autres pays, comme le Ghana et autres. Ils ont tous refusé. Pourquoi le petit Togo accepte? Or, quand vous êtes malade, vous allez au Ghana vous faire soigner. Ceux qui sont frontaliers, ils vont au Ghana se faire soigner. Et le Ghana refuse de faire ce sommet parce que ça coûte trop cher. Le Togo qui ne vous donne pas les moyens de vous faire soigner accepte de financer ce sommet. Voilà comment ce pays vous traite. Voilà la considération que ce pays vous accorde. Quand je parle de ce pays, je veux parler du régime RPT uni, à la tête duquel se trouve la famille Yassibé, la famille des Nancy, ce que lui-même il appelle la minorité qui accapare les richesses de ce pays. Sur ça, je vous remercie et je vous souhaite un bon après-midi.
Bien, vous savez que le 20 août passé, nous avons marqué les 10 ans de l'APG, l'accord politique global. Et cela a été l'opportunité pour nous de faire le bilan. Et de nous poser la question de savoir comment faire, quoi faire pour aller plus loin, quoi faire pour obtenir les réformes dont nous avons besoin, quoi faire pour faire en sorte que les élections locales, qui elles aussi étaient prévues dans l'APG, soient organisées, quoi faire pour avancer, pour enraciner le Togo dans la démocratie. Et c'est là que nous avons pensé qu'au fond, nous ne sommes pas les propriétaires, disons, de cette lutte que nous menons. C'est une lutte que nous menons pour le peuple, au nom du peuple. Et donc, il serait convenable qu'après 10 ans d'efforts, pour que ceux qui se sont engagés dans l'APG puissent enfin respecter leur engagement, allons rendre compte au peuple et retournons-lui sa lutte. Posons-lui la question de savoir, vous nous avez mandaté, voilà où nous en sommes, voilà ce que nous avons pu faire. Nous n'en sommes pas satisfaits nous-mêmes. Nous restons déterminés, mais comment voulez-vous que nous poursuivions cette lutte? Et quelle a été la détermination de ces populations au vu de leurs propositions? Eh bien, vous avez vu partout, nous avons été comblés. Les populations ont fait des propositions qui étaient édifiantes et qui nous ont renforcés. Ce que je peux dire globalement, c'est que nous les avons trouvés déterminés et prêts à prendre leurs responsabilités. Elles nous ont dit, eh bien, s'il en est ainsi, appelez-nous. Mais cette fois-ci, vous nous appelez, on ne s'arrête plus jusqu'à ce qu'on obtienne ce que nous voulons. D'autres ont dit, eh bien, nous allons faire comme au Burkina. Certains nous ont dit, nous sommes déjà prêts. Ce que nous vous demandons, c'est de rester unis. On nous a dit, ce soir, à Mango, jamais, au grand jamais, nous ne voulons entendre que CAP 2015 est dissous. Nous sommes prêts. Et vraiment, jusqu'ici, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes encore plus déterminés à poursuivre cette lutte. Aujourd'hui, peut-on comprendre que la lutte ne peut plus être faite pour le peuple, mais plutôt avec le peuple? Absolument, absolument. C'est avec ce peuple que nous devons faire la lutte. Et ça veut dire que beaucoup ont compris, mais en même temps, ils sont conscients de ce que nous avons du travail. Parce que ce matin, à Dapao, ce qu'on nous a dit aussi, avec beaucoup d'insistance, c'est revenu chez beaucoup d'intervenants. Beaucoup de nos frères et sœurs sont encore dans l'obscurité, dans l'ignorance. Nous devons intensifier le travail de sensibilisation pour que ceux qui ne comprennent pas encore leurs responsabilités, ne comprennent pas encore les enjeux de la lutte, puissent se réveiller. C'est ce qui va faire reculer l'adversaire commun que nous avons en face. Ce peuple a montré qu'il comprend tout. Il comprend tout. Nous avons saisi cette opportunité aussi pour parler de cette fameuse conférence qui est la dernière trouvaille du pouvoir pour en réalité obtenir un succès d'année de légitimité qu'il croit trouver auprès de la communauté internationale. Et nous avons réalisé que là aussi le peuple a compris. Il a compris que c'est une bêtise qui est en train d'être faite encore une fois. Que encore une fois, on veut gaspiller de l'argent
qu'on aurait pu utiliser pour satisfaire les besoins basiques des hommes et des femmes de ce pays, des enfants de ce pays. Mais on ne veut pas le faire, on préfère le gaspiller. Et tout ça participe à renforcer leur détermination. Merci, madame.